Ben bonjour tout le monde. Merci d'être là. En fait, Patrice, Mélanie et moi, on a mené une enquête il n'y a pas si longtemps. On est revenu un peu au thème classique des relations industrielles. On a décidé de s'intéresser aux facteurs qui influencent la propension à la syndicalisation. Et pourquoi on s'est intéressé à ça? En fait, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on parle de renouveau syndical, qu'on nous dit qu'il faut sortir de la zone syndicale traditionnelle et qu'il faut explorer des nouveaux terrains pour organiser les travailleurs. Et parmi les types de travailleurs auxquels il faut s'intéresser, il y a évidemment les travailleurs hautement qualifiés, les professionnels. Et malgré que ça fait 10 ans que le message est martelé, ce qu'on se rend compte encore aujourd'hui, c'est que les professionnels sont une catégorie qui est très difficile encore à organiser pour plein de raisons, mais les organisations syndicales rencontrent encore pas mal de difficultés à recruter des nouveaux membres qui appartiennent à cette catégorie-là. Il y a des exceptions, on le verra évidemment avec toute l'expansion des syndicats dits indépendants qui se concentrent sur certains types de professionnels, mais on a de la misère à faire des percées dans certains secteurs. Donc, il y a Marie-Josée qui va parler de l'industrie du gaming aujourd'hui, il y a Chelag aussi qui va parler des juristes de l'État. Donc, il y a quand même des percées qui sont potentielles, mais on a de la difficulté à aller chercher cette catégorie de travailleurs-là. Et on a, en fait, grosso modo, décidé de s'intéresser à la question de la propension à l'adhésion. Pourquoi? Parce que dans la littérature classique sur le renouveau syndical, je dis classique parce que ça fait depuis 1996 qu'on nous parle de renouveau syndical, on a souvent tendance à dire que c'est une question d'offre. On ne se syndique pas parce qu'il n'y a pas d'offre appropriée. Et on a voulu un peu rebrasser les cartes et dire est-ce que c'est vraiment une question d'offre ou ce ne serait pas plutôt une question de propension à la syndicalisation et quels sont les facteurs qui influencent ce type de travailleurs-là à aller vers la syndicalisation. Évidemment, à la suite de cette recherche-là, il va y avoir un travail de terrain important à faire parce que on croit que les facteurs d'adhésion vont influencer aussi la participation ultérieure à la vie syndicale. Donc, les raisons premières qui nous incitent à nous organiser et à nous syndiquer vont nécessairement colorer, à notre sens, les raisons pour lesquelles on va vouloir militer dans notre organisation syndicale. Donc, de comprendre les facteurs qui nous emmènent à l'adhésion ou qui emmènent un groupe particulier à l'adhésion peut certainement nous aider à réfléchir sur la façon d'améliorer ou d'enrichir la participation à la vie syndicale. Donc, c'est un peu les raisons qui nous ont amenés à pousser plus loin cette enquête-là. Maintenant, pourquoi s'intéresser aux professionnels, qui ils sont? Il y a eu quand même pas mal de travaux qui ont été faits jusqu'à présent et qui ont jeté les bases sur les raisons pour lesquelles cette catégorie de travailleurs-là était plus difficile à organiser. On sait très bien que c'est des travailleurs qui sont très formés, qui ont une formation spécialisée. Et dans les domaines dont vous allez parler, surtout dans le gaming, mais toutes dans les industries culturelles, ces secteurs-là, il y a tout l'aspect créatif, unique, travail unique. On a un apport dans notre emploi. On veut être reconnu pour la prestation ou ce qu'on apporte à l'organisation. Et de se noyer dans un collectif de salariés nous apparaît un peu quelque chose de pas naturel en soi. Donc, notre unicité dans le collectif aurait plutôt tendance à être perdue. Donc, c'est une des pistes qui a été avancée dans la littérature. Comment on fait pour organiser sur des bases communes, sur des enjeux communs, des gens qui, à la base, ont une prestation qui est unique. Donc, c'est une des raisons qui empêche la syndicalisation massive de ces professionnels-là. Par contre, on reconnaît aussi dans la littérature qu'il y a deux types de professionnels. Il y a une première catégorie qui bénéficie beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie décisionnelle dans leur emploi, et qui serait aussi beaucoup plus soumis aux pressions de l'employeur. Donc, cette première catégorie-là, on sent qu'elle est moins apte à se syndiquer. Par contre, il y en a des professionnels qui n'ont pas cette autonomie-là et qui n'ont pas cette liberté d'action et qui sont très soumis aux pressions de l'employeur. Je m'excuse, j'ai un peu cafouillé tantôt. Et ceux-là seraient plus appelés à se syndiquer. Donc,
ça nous a amené à distinguer deux types de professionnels. Des professionnels qui sont dits précaires et des professionnels donc qui sont non précaires, en fait. Et est-ce qu'il va y avoir des facteurs ou est-ce que leurs propensions à la syndicalisation vont être la même? Évidemment, quand on regarde tout le courant de littérature sur les précaires, on se rend compte que la réponse est probablement non, mais on voulait quand même tester si parmi les professionnels, l'aspect précarité allait aussi influencer la propension à la syndicalisation. Donc, on a mené une recherche qui a distingué les deux types de facteurs. J'ai oublié de mettre le temps. T'as-tu checké ça? Donc, ça fait 5 minutes déjà. OK. Donc, les obstacles à la syndicalisation des professionnels, je vais aller très vite parce que vous êtes ici pour les résultats, pas pour les facteurs. Donc, scolarisation des professionnels qui a été reconnue comme ayant un impact négatif sur la propension à l'adhésion. Difficulté pour les professionnels de s'identifier à leur travail. Ils s'identifient davantage à leur profession. Donc, une action syndicale qui n'est pas surtout basée ou liée à l'évolution de cette profession-là, ça serait un peu plus compliqué. Et les formes d'action collective aussi sont remises en cause par les actions traditionnelles, sont remises en cause par les travailleurs qui sont plus scolarisés. Donc, on ne veut pas être assimilé au même genre d'action que d'autres types de travailleurs. Il y a aussi tout l'aspect anti-syndicalisme des employeurs et on a martelé puis on a véhiculé l'idée que des professionnels, normalement, ça ne devrait pas se syndiquer. Et on manque de modèles parmi les professionnels pour avoir des exemples concrets de syndicalisation professionnelle. Et on a décidé à ce moment-ci de distinguer deux types de besoins. Et là, on revient vraiment au grand classique des relations industrielles. Et pour nous, la propension à la syndicalisation doit être comprise à la lumière à la fois des besoins qui sont utilitaires et des besoins qui sont aussi solidaires. Donc, pour mener une action collective, pour nous, ça prend nécessairement ces deux types de besoins-là. Maintenant, ce qu'on a voulu aller vérifier, c'est est-ce que les professionnels vont adhérer davantage pour des raisons utilitaires, donc des besoins qui sont très pragmatiques, où ce besoin de solidarité-là existe bel et bien parmi ce groupe de travailleurs-là. Et on se rappelle que les besoins solidaires, quand même, c'est le socle de l'action collective. Une action collective qui est juste basée sur de l'utilitarisme, ça fait du syndicalisme de service, ça ne fait pas un syndicalisme de transformation sociale. Donc, ce besoin de solidarité-là, il est nécessaire au maintien, à l'enracinement, à l'institutionnalisation d'une action collective. Donc, on a voulu grosso modo, vérifier tout ça. On va vous détailler les facteurs plus tard, mais vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec la recherche. Méthode. Bon. Merci, Mélanie. Donc, on va y aller avec les aspects un peu plus méthodologiques de la recherche, entrer un petit peu dans la mécanique. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un professionnel? Ce qu'on a recherché surtout, c'est des gens qui possédaient un diplôme universitaire et qui occupaient un emploi dans différents secteurs, sciences, technologies, santé, droit, enseignement, gestion et le reste. Mais fondamentalement, c'est le diplôme universitaire, des gens qui ont un diplôme universitaire et qui occupent un emploi qui nécessite un diplôme universitaire. On a éliminé de la population des professionnels, les professionnels syndiqués. Parce qu'on voulait mesurer la propension à se syndiquer, fait on a éliminé ces gens-là. Également, on a éliminé les professionnels entrepreneurs, là, comme par exemple un dentiste ou une dentiste, là, on les a éliminés. Donc, l'autre aspect aussi, c'est toute la notion de précarité. C'est quoi être précaire? C'est quoi un emploi précaire? Bon, on s'est rabattu sur la définition d'éco-test. C'est quelqu'un qui répond à une des conditions suivantes, qui travaille à temps partiel et qui voudrait travailler plus d'heures. C'est quelqu'un qui est devenu travailleur autonome à la demande de son employeur. Quelqu'un qui occupe un emploi qui lui a été assigné par une agence de placement et a un emploi à durée déterminée, que ce soit occasionnel, temporaire et le reste. Et en plus de répondre à une de ces conditions-là, on disait, et ça restreignait, mais ça nous donnait, à mon sens, on pouvait être beaucoup plus confiant sur la catégorie de personnes qu'on allait chercher avec ça. L'autre condition, c'était
fallait que la personne soit en accord avec le fait que sa sécurité d'emploi soit faible, donc quelqu'un qui perçoit sa sécurité d'emploi est faible et précaire comme tel. Et aussi, une autre condition, c'était d'avoir connu une période de chômage au cours des 2 dernières années. Évidemment, ça aussi, ça montre la précarité de la situation de la personne. Donc, Je l'ai changé. Ah, ça a été changé? Ah, OK, merci. C'est efficace, merci. C'est un sondage web qui a été mené. On a utilisé un panel web d'une firme de sondage connue, hein, même si des fois ils ont des problèmes avec les élections. On leur fait quand même confiance parfois. Qui a été réalisé il y a un bout de temps. Professionnel qui parlait français ou anglais. On voulait évidemment sélectionner des précaires et les non précaires. Et pour être capable de bien comparer, on a comme suréchantillonné les catégories parce que dans la population des précaires, on évalue que c'est à peu près 10% des emplois. Peut-être un petit peu plus, là, mais c'est plus là-dessus. Donc, on est allé chercher 400 professionnels, 200 précaires et 200 non précaires, de façon à ce que ce soit plus facile à comparer les résultats. Ça facilite l'analyse des statistiques et on peut y aller avec les statistiques bivariées et les plus sophistiquées. Voilà. Donc, il reste 5 minutes. Grosso modo, la question par rapport à la propension de syndicalisation, est-ce que si vous en aviez l'occasion, est-ce que vous feriez partie d'un syndicat? Donnez votre réponse sur une échelle de 0 à 100. 50 ou plus indique que vous aimeriez être syndiqué. Au total, un peu plus du tiers des professionnels indiquent qu'ils feraient partie d'un syndicat. Cette proportion-là monte à 45% chez les précaires les professionnels précaires et 34% chez les non précaires. Hein, donc, un peu plus du tiers. C'est quand même assez étonnant que 55% des précaires ne veulent pas plus se syndiquer, mais ça, c'est un autre son. On pourrait en parler un petit peu plus loin. Proportion qui grimpe chez les professionnels précaires, les professionnels des sciences et des technologies, de la santé également. Puis, par exemple, le fait d'avoir occupé un emploi syndiqué ou d'avoir été membre d'un syndicat, ça ne semble pas avoir d'impact sur la propension comme telle. Moi, on va y aller rondement avec les autres. Voilà les magnifiques chiffres. Qu'est-ce qu'il faut en décoder? Ce sont nos premières analyses multivariées. C'est une technique multivariée qui est utilisée en marketing, mais grosso modo, ce qui sort, c'est que c'est tous les facteurs qui sont liés à l'image des syndicats, c'est ce qui explique le plus c'est ce qui explique le plus la propension à syndiquer. Donc, par exemple, lorsque la personne a la perception que les syndicats contribuent à améliorer le sort de tous les travailleurs de la société dans son ensemble, perception que vos collègues perçoivent les syndicats comme étant utiles dans les milieux de travail, perception que les syndicats améliorent les salaires et les conditions de travail de leurs membres, perception que les chefs syndicaux agissent dans leurs intérêts à eux plutôt que dans le meilleur intérêt de leurs membres. Donc, tout ça contribue, tout ça, ça explique à peu près, ça explique à peu près 60% de la variance expliquée. Là. Il y a d'autres facteurs, là, comme vous pouvez le voir, notamment la satisfaction à l'égard du travail, à l'égard du salaire plutôt. Notamment. Mais grosso modo, ce sont essentiellement des facteurs liés à l'image des syndicats. Et quand on reprend, juste avant, parce que comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais laisser la place à Mélanie. On va négocier 3 minutes de plus parce qu'elle n'a pas parlé. Donc, quand on répartit les facteurs, vous vous rappelez en fonction du modèle besoin utilitaire, besoin solidaire, ben, la variable utilitaire chez les professionnels ressort de façon plus prégnante. Donc, c'est à peu près 47% des besoins utilitaires qui influencent la propension à la syndicalisation. Et dans les besoins solidaires, on a inclus dans ces besoins solidaires-là, est-ce qu'on a une socialisation syndicale? Donc, ce que les parents nous transmettent
les conjoints, les collègues de travail, quand on est dans un environnement qui est pro-syndical ou qui a une opinion favorable au syndicalisme, ça pourrait influencer positivement la propension à la syndicalisation. Donc, on voit que l'utilitarisme chez les professionnels sort quand même assez fort et il faudra analyser de façon plus rigoureuse cette distinction-là qu'on a fait. Et il va falloir aussi faire les liens sur ce qui vient après l'adhésion. Mélanie, je te laisse. Je sais pas. Lequel tu veux? Il en reste 6. Il faudra que tu en choisisses une. Une? C'est parce que là, j'ai la dernière version. OK. Comme il reste 3 minutes, je vous dirais, je vais y aller de façon... oui, des pistes de réflexion. Je pense que c'est... Mélanie l'a bien dit. Je dois vous dire que ça me fait agréablement sourire aussi de voir le modèle, parce que je dois vous dire, pour les fins de l'anecdote, on avait dessiné ça sur un menu de restaurant à l'époque, à la lumière de nos thèses de doctorat respectives, c'est-à-dire moi je m'intéressais à l'action syndicale, grosso modo en caricaturant à peine, et Mélanie avait fait sa thèse sur l'action patronale. Puis on s'était dit que ce serait intéressant de mettre en parallèle justement les réflexions qui nous animaient, en se disant, bon, ce qu'elle avait découvert en partie, c'est que c'était très... du côté des acteurs patronaux, il fallait qu'il y ait une charge utilitaire justement assez forte pour justifier une action collective. Et à la lumière de Hoff et Wiesenthal, on se disait, bon, mais ça prend quand même l'identité, ça prend une charge émotive, ça prend quelque chose pour emmener les gens à se syndiquer. Et c'est le propre d'une action syndicale, sinon, comme tu le dis, ça devient une compagnie d'assurance ou un fournisseur de services, et c'est risqué. Donc, à la lumière de ce modèle, oui, les professionnels, a priori, puis on a plein de textes là-dessus, Renaud Bergeron, etc., il y a plusieurs années, n'ont pas nécessairement le réflexe de se syndiquer. C'est une affaire de col bleu. Ça ressemble à quoi? Ça pourrait donner quoi, la syndicalisation? Ce qui est interpellant de ces résultats-là, c'est qu'on remarque que les professionnels, c'est beaucoup au niveau de la valeur intrinsèque qu'ils vont chercher une certaine forme de satisfaction par la voie de l'action collective. Et si la logique d'adhésion est surtout utilitaire, 2 minutes, Mélanie a bien négocié, il faut se questionner par la suite. Une fois qu'on a des adhérents, c'est beau. Le recrutement, c'est beau. Ça fait gonfler le nombre des adhérents, des effectifs, donc des cotisations syndicales, puis l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais par la suite, comment est-ce qu'on les amène à militer à l'intérieur? Parce que c'est beau d'avoir des adhérents, mais sur le plan du fonctionnement de l'organisation à l'interne, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Donc, il y a plusieurs avenues qui sont sur la table. Est-ce que ça nous prendra un modèle de type ce qui existe pour les artistes, avec la possibilité d'avoir néanmoins une portion qui soit négociée individuellement? Ça reste à voir. Est-ce qu'on a besoin de négocier des conditions de travail sur la base plus de l'open source unionism, c'est-à-dire qui nous permettrait d'aller recruter, oui, des précaires, on a des professionnels précaires, etc., mais on a beaucoup de travailleurs qui sont en marge de la zone de confort de l'action syndicale à l'heure actuelle. Et donc, il y a plusieurs avenues possibles de recrutement à cet égard-là. Et c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, c'est partout, je dirais, sur la planète, dans ce dans quoi on se trouve à l'heure actuelle. Et nous, on s'était dit à l'époque qu'on ferait converger ces résultats de recherche qu'on a obtenus chez les professionnels avec ce qu'on a retrouvé chez les jeunes. On a beaucoup travaillé, elle et moi, sur les jeunes, la relève syndicale, comment amener les jeunes à se mobiliser à l'interne. Et on a fait converger ça dans un modèle conceptuel qui tourne autour des questions d'identité. Comment est-ce qu'on se retrouve face à l'acteur syndical, en quoi le discours, les valeurs nous rejoignent pour dégager la charge émotive dont on vous parlait, les besoins en matière de socialisation. Est-ce que c'est une socialisation de proximité ou pas, de l'informel ou de l'informel? Est-ce que du côté des professionnels, pour les emmener à se mobiliser à l'interne une fois qu'ils sont des adhérents, quel genre de mécanisme de socialisation devrait-on mettre en place pour leur faire croire en l'action collective, que c'est pertinent pour eux, que ce n'est pas juste un panier de services. Puis du côté de la démocratie aussi, on accuse souvent les syndicats de faire dans la lenteur pour respecter les processus décisionnels, etc., etc. Donc du côté des professionnels, quel genre de mécanisme décisionnel devrait-on mettre en place pour les emmener à croire à des solutions collectives? Je pense que la porte est ouverte pour plusieurs avenues de recherche au regard de ce sondage. Évidemment, on ne peut pas vous parler de toutes les subtilités des résultats. Ce qui est interpellant, c'est que les femmes souhaiteraient plus se syndiquer que les hommes. Dans le secteur de la santé aussi. Le père
l'opinion du père par rapport au syndicalisme aurait plus d'influence que la mère. Moi, ça m'a fait sourciller. Je me suis dit, pourquoi? C'est mon côté maman qui ça m'a énervé un peu. Il y a beaucoup de subtilités dans les résultats dont on pourrait vous parler, mais ça ouvre la porte certainement à des adhérents, certes, mais de la mobilisation, parce que c'est le nerf de la guerre pour une organisation syndicale pour organiser son renouveau. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Puis on le fait pour les jeunes. On s'était dit, on ouvre la boîte de Pandore. Les jeunes, c'est une chose. Pourquoi a-t-on besoin de créer des comités jeunes? Parce qu'il y a toujours eu des jeunes dans les organisations syndicales. Pourquoi est-ce qu'on a besoin là, de faire un topo spécifique pour les professionnels? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour les professionnels qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à les mobiliser puis les convaincre du besoin d'une action collective? Donc, je résume ça à grands traits, les collègues. Mais je pense que je dois m'arrêter. Largement Oui, le temps en fait, de pouvoir poser d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.